empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya, et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs sur cet épisode qui sera consacré aux fascias ignorés. Alors, est-ce que vous saviez qu'une inflammation des fascias pourrait expliquer de nombreuses douleurs ? Vous savez, ces douleurs mystérieuses comme les lombalgies ou les thalalgies, fibromyalgie, et c'est ce qui ouvre justement de nouvelles pistes thérapeutiques. Ce que je viens de dire est issu d'une enquête de Kristen Esch, j'espère que je prononce bien, Esch, E-S-C-H, adaptée par Nathalie Bourgeard. Donc, qui ont enquêté et qui se sont rendus compte que les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ce réseau blanchâtre mystérieux qui enveloppe notre corps. Donc, ces membranes qui peuvent en dire long sur nos émotions, nos douleurs, nos mémoires, eh bien, ont longtemps été ignorées ou même considérées comme inutiles. Comme s'il existait quelque chose d'inutile dans le corps ou dans la nature en général. Vous savez, souvent, les intellectuels, lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose ou qu'ils ne savent pas expliquer quelque chose, minimisent leur importance, pensent que ce n'est pas important, disent que ce n'est pas important et ou inutile. Et pourtant, vous verrez à quel point ces tissus peuvent aider à la compréhension de nos mots et même à leur guérison. Donc on fera le tour de la définition de ce que représentent ces fascias et leurs origines, comment ils ont été entre guillemets découverts ou redécouverts, explorés. Je ferai un tour forcément par les mémoires cellulaires. Vous savez, ces mémoires cellulaires qui sont imprimées dans nos corps. Et vous verrez le lien avec ces fascias, parce qu'il y a un lien entre les mémoires cellulaires et nos fascias. Et justement, je vous expliquerai en quoi ces fascias sont considérés comme des autorégulateurs physiques et psychologiques à ne pas négliger. Je vous partagerai tout au long de cet épisode mon histoire aussi et comment j'en suis arrivée à cette conclusion, au-delà de l'aspect des recherches, puisque ces recherches-là et ces découvertes sont assez récentes. Et je vous partagerai un petit peu une petite routine à mettre en place dans votre quotidien pour votre hygiène physique par le mouvement, mais aussi hygiène psychologique, ce qui vous libérera de nombreux maux et vous permettra d'explorer un peu plus votre corps et tout ce qui s'y cache. Les fascias sont considérés comme des membranes qui font partie des tissus conjonctifs. On parle de tissus conjonctifs et il y a différents types de tissus et ceux-là font partie des tissus conjonctifs et enveloppent chacun des composants de notre corps. Mais vraiment chacun des composants de notre corps, depuis la boîte crânienne, du haut de la tête jusqu'au bout des ongles. Que ce soit les os, les articulations, les muscles, les ligaments, etc. On retrouve deux types de fascias. On a les fascias superficiels qu'on retrouve sous la peau et les fascias profonds qui enveloppent les muscles et les organes, comme par exemple le cœur et le cerveau. Autour du cerveau, il y a une couche très fine qu'on appelle les méninges.
souvent on connaît ce mot, hein, c'est pour ça que je l'évoque, qui font partie justement de la famille des fascias, qui représentent de fascias, et qui ont un rôle très important pour le cerveau et l'ensemble du corps. Ces fascias-là sont composés principalement d'eau, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils possèdent des terminaisons nerveuses, et donc font partie des éléments les plus sensibles du corps humain. Donc à partir du moment où un organe possède des terminaisons nerveuses, les terminaisons nerveuses servent à la sensibilité. Donc dans notre corps, là où nous sommes sensibles, nous avons forcément des terminaisons nerveuses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à une certaine époque, on pensait qu'ils étaient totalement dénués de nerfs. Or, encore une fois, avec les trouvailles récentes, on se rend compte que non. Et vous verrez que c'est quand même, il y a pas mal d'implications, parce que du coup, au niveau de la douleur, si on considère qu'un tissu ne possède pas de terminaison nerveuse, c'est que il ne peut pas signaler une douleur, un dysfonctionnement. Or, c'est le cas. Donc, on peut se dire que des dysfonctionnements peuvent être signalés par ces membranes-là, par les fascias. Justement, leurs fonctions, à quoi servent-ils? En général, de manière biologique, ils ont d'innombrables fonctions, notamment le fait de maintenir le corps. Ils lient en fait chacune des parties entre elles. Ils ont également un rôle de protection, de soutien, de protection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cerveau, et c'est pas le seul, de soutien. Je sais plus, j'avais lu quelque part, j'aimais bien cette image-là. Vous voyez, quand vous épluchez une orange, vous vous rendez compte, tous les filaments blancs. Vous voyez, tous les filaments blancs qui forment un réseau, qui sont interconnectés entre eux. C'est ça les fascias, c'est ça le réseau des fascias. Sans les fascias, sans la présence de ces tissus qu'on a longtemps négligés, nos organes ne tiendraient pas. En fait, nos organes tomberaient sous l'effet de la gravité. Mais ils ont également d'autres fonctions beaucoup plus dynamiques. Donc par rapport encore une fois au maintien, on retrouve le phénomène de ce qu'on appelle tenségrité, qui est tiré de l'architecture et qui est en fait la capacité d'une structure à se stabiliser par la force de tension et des liens multiples, qui se suffisent par leur connexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que, si je devais vous prendre justement l'image qui est issue de l'architecture, j'ai beaucoup admiré, j'admire toujours beaucoup tout ce qui est dôme. J'admire beaucoup tout ce qui est les constructions sous forme de dôme. D'ailleurs, je me dis que ça sera ma future maison, si je devais en construire une. Il y aura forcément une partie sous forme de dôme, donc arrondi. Et en fait, si vous voulez, l'architecture, la manière dont c'est posé, toutes les palettes, si jamais il y a des palettes en bois qui s'interposent, qui vont former en fait un cercle, vous voyez, c'est un peu comme des allumettes qu'on met les unes sur les autres, sans ce qu'on appelle poteaux porteurs, mais en fait elles se maintiennent entre elles, de par les angles, de par cette forme géométrique spécifique, elles s'auto-maintiennent par la force de la gravité et par une certaine force de tension. Si on prend l'image de cette architecture, les fascias, le réseau de fascias est ainsi fait. Il se maintient par une certaine géométrie. Donc ça, vous verrez qu'aussi c'est un lien avec nos postures. Et ce qu'on appelle les attitudes posturales vont avoir aussi un impact sur le long terme, sur la santé et la bonne qualité de ces fascias-là. Les fascias ont un rôle non négligeable dans le drainage des liquides du corps, c'est inattendu, dans les échanges métaboliques et tissulaires. Ils ont également un rôle dans la cicatrisation, de par certaines cellules, et dans l'immunologie. Donc les fascias ont un lien avec le système immunitaire. Et c'est là qu'on retrouve aussi leur importance, parmi tous les autres rôles qu'ils ont. Mais quand on sait que les fascias ont un rôle dans le système immunitaire, il est quand même nécessaire de s'y intéresser.
Ils ont également un rôle dans la structure globale, je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'image de l'architecture et du soutien, mais aussi dans l'élasticité, dans la structure globale qui n'est pas rigide mais qui est aussi souple. Par exemple au niveau de la peau, qui est souple mais qui est quand même, qui a une certaine tension. Et tout ça, c'est aussi grâce au fait que les fascias sont aussi activent certaines molécules, ont des cellules qui activent certaines molécules, notamment de collagène, qui est responsable justement de cette élasticité-là. Et c'est incroyable ce qu'on apprend sur les fascias. Je trouve que c'est très 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 riche et surtout pas forcément médiatisé. Et que ça peut répondre à d'innombrables mots. Hein. Souvent, vous voyez ces mots un peu mystérieux, incompris par la médecine en général. J'ai en tête la fibromyalgie, parce que je connais bien la fibromyalgie. J'ai une proche qui a été, entre guillemets, diagnostiquée de fibromyalgie, et pendant longtemps, très très longtemps, ces mots-là étaient totalement inconnus, voire négligés par la médecine, hein, qui renvoyait les patients à, je sais pas moi, une sorte de psychologie, mais pas dans le sens psychologie, parce qu'effectivement, hein, ça vient des émotions, du mental, mais renvoyait les patients à une sorte de folie ou d'imagination. Voilà, vos douleurs n'existent pas parce qu'on ne les voit pas à travers, bien sûr, l'imagerie médicale. Les fascias ont été pour la première fois identifiés et pris en considération en 1816 par le médecin Xavier Bichat dans son traité des membranes. Et il va falloir attendre le début du XXIe siècle, vous vous rendez compte, pour que les fascias fassent réellement l'objet d'études et qu'ils voient apparaître ses premiers spécialistes. Alors quand je parle de 1816, bien évidemment, je parle de l'environnement que nous connaissons occidental. Dans d'autres cultures, dans d'autres visions de l'homme, de l'être humain, qui est plus holistique, millénaire, hein, concernant l'Ayurveda et les médecines chinoises, hein, connaissaient déjà hein, le rapport de ces fascias. Ils ne le nommaient pas comme étant une partie organique, une partie anatomique, mais faisait partie d'un tout. Et l'hygiène de vie abordée par l'Ayurveda et les médecines chinoises impliquait donc, je parle de l'acupuncture par exemple, impliquait donc la santé et l'équilibre de ces fascias-là. Donc ça faisait partie déjà intégrante de leur vision et de leur médecine. Alors que pour les sciences, il a fallu découvrir l'organe. C'est toujours forcément les sciences matérialistes, hein, occidentales. Il faut d'abord découvrir l'organe. On passe par une partie matérialiste, donc je vois l'organe séparatiste, et puis j'essaye d'étudier. Donc vous voyez, entre 1816 et 21e siècle, il y a eu quand même plusieurs siècles hein, qui se sont écoulés, des décennies qui se sont écoulées, et les fascias sont restés un petit peu dans le placard. Et on ne s'est pas forcément intéressé plus que ça. Voilà. Et en 2007, donc il n'y a pas si longtemps, c'est juste en 2007 que se tient à Boston le premier congrès international sur le fascia. Donc, c'est dire que c'est un petit peu la formalisation de tous les intérêts et les chercheurs qui ont pu commencer à s'intéresser à cette discipline-là. En général, ce sont des médecins, des kinés, des ostéos, des anatomistes. Il y a un ouvrage en particulier dans le domaine qui reste dans le domaine de la recherche et qui est de Thomas Myers, je ne sais pas comment on prononce, Myers, M-Y-E-R-S, l'éducation dynamique pour un corps sain. Donc là, ce sont des pistes, hein, puisqu'on est encore au début. Ce sont des pistes très intéressantes qui montrent à quel point les fascias sont importants et qui montrent comment en prendre soin. Parlons maintenant des mémoires des sens imprimées dans le corps.
les mémoires sont imprimées, les mémoires, c'est-à-dire les émotions, sont imprimées dans le corps. Ok, d'accord, ça c'est un fait. Maintenant, d'où ce que ça vient? C'est que maintenant la science moderne, plus précisément la neuropsychologie et les neurosciences, reconnaissent que les empreintes sensorielles venues d'événements extérieurs, ce qu'on appelle des stimuli, eh bien, peuvent laisser des traces dans le cerveau. Des traces, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des traces sans souvenir. Et donc, sans souvenir, ça implique forcément inconscient. Donc ça, ces trouvailles-là, hein, en quelque sorte, ont été très importantes, même si on le savait déjà avant, encore une fois, dans les autres traditions. Mais la science moderne veut découvrir les choses, veut redécouvrir les choses par elle-même et selon une autre vision, d'autres méthodes. Donc ici on parle de neurosciences et de neuropsychologie, en fait, qui confirme quelque part, qui appuie, qui valide toutes les connaissances des traditions millénaires que sont l'Ayurveda, la vision aussi qu'a l'Ayurveda, et la médecine chinoise. Quel est le rapport avec le fascia? Le fascia possède, ce qu'on a découvert, c'est que le fascia possède une mémoire affective qui est liée au système nerveux. Le système nerveux, et plus précisément le système nerveux sympathique. Donc le fascia possède une mémoire affective liée au système nerveux sympathique qui peut grandement être influencée par le stress, l'anxiété, enfin, tous les chocs émotionnels en fait. Donc qui raidissent ces fascias, les crispent. Le système nerveux sympathique, juste pour résumer, pour simplifier, il fait partie du système central. Hein. On a deux grands systèmes, je simplifie au maximum. Deux grands systèmes nerveux qui sont le système nerveux sympathique qui lui, pour simplifier, va gérer tout ce qui est tension, action, dynamisme, et le système nerveux parasympathique qui lui va être donc son complément, qui va gérer tout ce qui est relaxation, détente, repos. Vous voyez que déjà dans notre biologie, l'équilibre entre l'activité et le repos est vraiment essentiel. Donc si on surutilise le système nerveux sympathique, à savoir un trop plein d'activités, de stress, d'anxiété, tout ce qui tend, tout ce qui crispe, lorsqu'il n'est pas équilibré par la relaxation, la détente, le repos, forcément va créer des dysfonctionnements, des déséquilibres. C'est comme si le système nerveux, quelque part, lâchait, et ce qu'on retrouve avec des épuisements physiques et mentaux, souvent, et aujourd'hui on appelle ça burn-out, mais ces épuisements-là sont liés à un manque d'équilibre entre les deux systèmes. Donc si les fascias possèdent une mémoire affective, c'est que les émotions, nos émotions, influencent les fascias, la qualité de ces tissus. Et réciproquement, c'est que les tissus vont aussi influencer la qualité de nos émotions. Et oui, ça va dans les deux sens. Le fait de travailler sur les fascias, par différentes manières, hein, vous verrez ça au fur et à mesure de l'épisode, le fait de les travailler, de s'y intéresser, d'aller creuser un peu cette douleur-là, va travailler sur la douleur, va libérer des choses qui sont notamment très souvent émotionnelles. Et réciproquement, le fait de prendre soin de son circuit émotionnel, de son équilibre émotionnel, va aussi permettre aux fascias d'être en bonne santé. Et des fascias en bonne santé, je reprends une phrase d'un chercheur qui est spécialiste de ces fascias-là, des fascias sains sont aussi flexibles qu'un bambou, aussi résistants qu'une corde et aussi souples que le mouvement d'une gazelle.
Je trouve cette image très véridique, très belle aussi. C'est du docteur Robert Schlepp, S-C-H-L-E-I-P, qui est chercheur spécialiste justement de ces fascias-là. Donc c'est toujours la même chose, hein. C'est un petit peu au même titre que les muscles. Hein. Quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait rappeler un peu la qualité des muscles. Des muscles en bonne santé, donc des muscles sains, sont souples et en même temps résistants. Donc il y a un équilibre entre cette tension et la souplesse. Il y a un équilibre entre cette tension et cette souplesse-là, qui est inhérente au mouvement, à l'agilité. Donc cette sensibilité, en fait, dont je viens de parler, hein, du fait que les fascias impriment la mémoire affective, bah cette donnée change grandement certaines perceptions de l'approche médicale générale. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, il était temps. Donc pour parler aussi de ces mémoires-là, de l'importance de faire face à des émotions enfouies, par exemple, les fascias réagissent indépendamment des organes qu'ils enveloppent. Ça implique que les douleurs peuvent être liées au fascia et non à l'organe qui l'enveloppe. Et ce n'est pas évident à détecter en fait. Et comme je vous le disais, à l'époque, on ne reconnaissait absolument pas que les fascias étaient innervés, donc n'étaient pas reliés au système nerveux, ce qui les donnait, ce qui les faisait rendre insensibles quelque part. Alors que non seulement c'est le contraire, mais qu'en plus, ils peuvent réagir indépendamment des organes qu'ils enveloppent. C'est-à-dire imaginons, pour reprendre l'exemple je vous parlais du cerveau, donc c'est l'enveloppe qui soutient, qui est une des membranes en fait qui enveloppe le cerveau, qui est juste en dessous de la boîte crânienne. Il y a plusieurs enveloppes qui enveloppent le cerveau, donc ce fascia-là en fait partie. Enfin, les maux de tête parfois sont dus à ces fascias, à ce fascia-là. Et savoir ça permet un soin adapté. Aussi le fait qu'ils forment un réseau interconnecté, donc une douleur à un endroit peut avoir une cause à un autre endroit, ailleurs. Ailleurs non seulement dans le corps physique, mais aussi dans le psychisme. Donc, ce qui est encore très intéressant, c'est que vous pouvez avoir des douleurs qui sont émises par ces fascias-là, qui signalent quelque chose, hein, qui sont reliées bien évidemment à des tensions émotionnelles, hein, des tensions intérieures. Mais on va avoir tendance à vouloir soulager cet endroit-là, alors qu'en fait, peut-être que la douleur vient d'un autre endroit. Et c'est là tout l'art soit de se connaître, de très bien de se connaître, de s'explorer, et ou de faire confiance à des personnes, hein, des professionnels qui connaissent parfaitement et qui ont cette sensibilité-là d'aller chercher les douleurs enfouies et de libérer les émotions qui y sont associées. Donc bien évidemment le stress, encore une fois, l'anxiété, mais aussi les réactions émotionnelles, vous voyez, au fur et à mesure du temps, elles sont impliquées dans la bonne ou dans la mauvaise santé des fascias. Donc encore une fois, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que travailler sur les fascias va libérer, va équilibrer notre circuit émotionnel. Mais le contraire est aussi vrai, c'est à double sens. Et le fait de travailler sur notre circuit émotionnel de manière consciente va aussi renvoyer un message positif à ces membranes-là. À un moment donné de ma vie, ça m'avait vraiment fasciné ce lien, on appelle aussi psychosomatique, entre ce qu'on appelle le corps et l'esprit, plutôt le corps et les émotions et le mental, dans la sphère physique, hein, la plus dense, hein, corps, émotion, mental, qui est une partie de nos identités. Eh bien, par rapport à ce que je vivais, je l'ai vraiment
compris au fur et à mesure par la souffrance, mais aussi par les explorations, par les expérimentations, par l'étude et la volonté de vouloir guérir, en fait. Puisque autour, rien n'était propice à cela, et encore moins le secteur médical. Bon, aujourd'hui, ça change. Je pense que aujourd'hui, si j'avais eu exactement le même parcours, imaginons, je me serais retournée beaucoup plus facilement vers ce genre de thérapie, et du moins en essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, et puis le pratiquer dans la vie quotidienne, l'intégrer dans la vie quotidienne, et l'intégrer comme faisant partie d'un mode de vie, et non pas juste des actions à entreprendre durant la période qui est douloureuse, durant 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, 21 jours, les défis de 21 jours. C'est vraiment des informations et des connaissances à intégrer en soi, mais aussi à intégrer de manière pratique dans le quotidien, que ça fasse partie intégrante du quotidien, sans forcément se poser de questions, tout comme manger, boire, dormir. Et c'est là la force de la création de votre propre monde, de votre propre hygiène de vie. C'est d'intégrer des éléments, qu'ils soient de manière pratique ou des éléments de manière mentale, psychique, de sorte à ce que vos attitudes soient non plus calculées, qu'elles soient soumises à aux hormones ou à la pluie ou au beau temps, mais qu'elles soient intégrées à une hygiène de vie globale. Et c'est là une des clés pour une autonomie souveraine. Les fascias sont des autorégulateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le sens où, voyez ce lien, ce jeu dynamique, ce va-et-vient dynamique entre les émotions, stress, tension, qui va s'exprimer à travers aussi le système nerveux, donc de notre psychisme, de notre circuit émotionnel et mental vers le corps, mais aussi le contraire. Le corps vers l'esprit, vers les circuits mentaux et émotionnels. Et les fascias ont un rôle d'autorégulateur, c'est-à-dire qu'ils permettent une régulation autonome de notre circuit émotionnel, je le disais tout à l'heure. Le secret, c'est souvent le même, le secret est souvent dans la détente et la relaxation. Maintenant, bien que l'on sache, souvent les personnes demandent comment. Comment, en fait, c'est le moyen d'atteindre un état naturel chez nous. Donc c'est difficile de répondre. Donc il y a d'innombrables méthodes techniques, des méthodes pour atteindre un état qui nous est naturel. Et je pense qu'on s'est tellement fourvoyé dans un état de stress, d'anxiété, de méconnaissance en fait, de l'impact des pensées et des émotions sur notre santé globale, qui nous déconnecte de certaines connaissances innées, d'un bien-être inné, d'une santé optimale, fait que maintenant on doit repartir, faire marche arrière, réapprendre à marcher. Imaginez si tout au long de votre vie, vous n'avez pas su marcher, je dis n'importe quoi, imaginons qu'on ait marché sur la pointe des pieds, donc on ait développé une certaine posture, une certaine structure anatomique, et donc une certaine manière de penser, donc une certaine psychologie, et donc une vision et une certaine perception aussi du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Et qu'un jour, à un certain âge, on nous dise « Allez, en fait, tu as très mal marché tout au long de ta vie, maintenant tu dois réapprendre à marcher. » Voilà, tu déposes le pied de cette manière-là et on fait des exercices de marche pieds nus.
Je rigole, mais en fait, ça existe vraiment et je l'ai moi-même pratiqué. Je vous raconterai ça lors d'un prochain épisode. On a vu les nombreux rôles que jouent les fascias et malgré tout, ils sont minimisés dans certaines thérapies et dans notre quotidien parce qu'il ne s'agit pas d'attendre d'avoir mal pour prendre soin de son corps, mais malheureusement c'est très souvent le cas par ignorance, manque de conscience de ce qui est bon ou non pour nous. D'où le fait, je vous le dis et le répète très souvent, d'où le fait de retrouver les connaissances nécessaires afin d'établir une vie harmonieuse et pleine, plutôt que de subir des mécanismes, des mémoires, des programmes et des circonstances extérieures. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, j'aime beaucoup, même si je parle d'autodégrison dans cette première saison qui contient 12 épisodes. Hein. Donc là, vous écoutez le 5e. On est bientôt à la moitié, tiens. Donc même si je vous parle de guérison, en fait, mon adage principal, c'est réellement celui-ci. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que construire une hygiène de vie, basée sur vos connaissances, basée sur votre connexion à vous-même, basée sur vos aspirations, basée sur certains principes inhérents à la vie, va vous permettre de créer une manière de vivre que ne nous offrent pas les conditions du système, qui visent plutôt le contraire. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un effort conscient de s'extirper quelque part, de, entre guillemets, lutter, pour ceux qui visent une certaine harmonie dans leur vie, eh bien, quelque part, on se rend compte, à un moment donné, qu'on est obligé de s'extirper d'un système qui prône la méconnaissance de soi, et qui donne des réponses, en fait, qui offre les problématiques, donc c'est le mode de vie, avec l'alimentation, les pollutions, etc. J'en ai déjà parlé lors de, je crois que c'était au 3e épisode, des poisons pour le corps. Donc, cette société nous offre en même temps tous les poisons, tout en nous disant « Ne vous inquiétez pas, on prend soin de vous », donc déconnectez-vous des connaissances innées que vous avez, et je répondrai à vos besoins. Je vous donnerai votre sécurité. Votre sécurité par la médication et la technologie, et non par la connaissance de vos pouvoirs de régénération, d'auto-guérison et d'un mode de vie sain. Pas du tout, parce que tout simplement ce n'est pas rentable. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a certainement d'autres intérêts. Parce qu'on pose souvent la question à qui profite le crime. Donc, malgré tout, les choses changent, très doucement, mais disons doucement et sûrement. Mais sûrement. Et par rapport à ces recherches-là, par rapport à cet intérêt-là, en fait, croissant sur les fascias et son impact sur notre équilibre psychique et physique, il y a une discipline quelque part qui est née, qui est la fasciathérapie. Donc thérapie, ça vise des éléments de soins, ça vise un objectif de soins à travers les fascias. C'est une thérapie qui est souvent pratiquée, principalement pratiquée par les kinés, peut-être aussi un peu les ostéos, qui est une thérapie plutôt manuelle, puisque vous en doutez bien. On va travailler pas mal sur la palpation, la détente de certains endroits spécifiques. Je vais vous en parler tout à l'heure. D'ailleurs, à ce propos, il y a une unité de recherche qui s'appelle CERAP, C-E-R-A-P, et une autre unité qui est UFP, conduit depuis plusieurs années une évaluation de la fasciathérapie et de ses applications cliniques. Donc dans différents domaines, on peut le voir dans l'application dans le sport, bien évidemment tous les maux du quotidien occidental, j'ai envie de dire civilisationnel, quoique ce n'est plus vraiment occidental puisque ce mode de vie-là s'est étendu à travers le monde. Stress,
anxiété. Il y a même des réponses hein, pour la fibromyalgie, je vous en parlais tout à l'heure, et puis tous les maux qui s'y rapportent, lombalgie, etc., etc. Les hernies discales, les douleurs pectorales. Dans le sport, on traite souvent les maux des genoux hein, à travers les fascias, puisque les chocs que subissent les fascias sont des chocs émotionnels, mais aussi des chocs physiques. C'est pas uniquement émotionnel, d'où le fait que le sport s'y intéresse. Aussi la pelvipérinéologie, donc ça c'est dans le cadre d'une rééducation périnale. Voilà, même des contractures, etc. D'innombrables applications en fait de cette fasciathérapie, et c'est ce qui est très intéressant. Moi, ce que je retiens ici, c'est que le mouvement est indispensable à notre équilibre physique et psychique, mais pas n'importe quel mouvement. Mon parcours d'auto-guérison, si je puis dire, qui date d'une autre vie, j'ai l'impression maintenant, quand j'en parle comme ça. Comment je suis arrivée au fascia et comment je suis arrivée à comprendre l'importance du mouvement et surtout comprendre que les émotions, que les souvenirs inconscients sont aussi imprimés à travers notre corps. Et le mouvement, la détente, libère tout cela. En ce qui me concerne, ça avait commencé, je sais même pas, je crois que c'était au collège. Oui, c'était au collège, donc il y a très longtemps. À la fin du collège, j'ai eu une blessure. Bon, je faisais beaucoup de sport, entre autres de l'athlétisme, et je m'étais blessée. J'avais eu une déchirure musculaire, typiquement sur un départ de sprint, et où j'ai dû m'arrêter net. C'est un peu la caricature de la déchirure musculaire. C'est paf, départ, contraction, déchirement, élongation. Au départ, hein, c'était une élongation. Au niveau de la cuisse, ce qu'on appelle le vaste externe. C'est un petit peu c'est au niveau de la cuisse, un peu latérale. Et c'est un des plus gros muscles de la cuisse. Bien évidemment, têtue comme j'étais à l'époque. Et puis surtout, inconsciente, je dirais. Je n'ai absolument pas soigné cela en pensant que voilà, quelques jours de repos allaient suffire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à m'entraîner avec la douleur, tout en pensant que ça allait s'améliorer par miracle un jour. Donc, vous savez que quand on a une blessure quelque part, déjà l'origine de la blessure, faut quand même la connaître, parce que maintenant, je sais très bien que ce n'était pas uniquement le sport, loin de là, loin de là. On a des compensations par rapport à la posture, par rapport à plein de choses, par rapport à l'équilibre général, psychosomatique et physique. Donc moi j'ai continué dessus et bien évidemment il y a eu une mauvaise cicatrisation. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle la bandelette iliotibiale. En fait, c'est une bandelette blanche, hein. Lorsqu'on la voit, c'est une membrane blanche, donc ça fait partie des fascias, qui va de l'extérieur du genou, donc sur le côté, si vous longez tout le côté jusqu'à peu près la hanche, là vous allez apercevoir que vous avez une sorte de creux, et si vous touchez, c'est ça la bandelette iliotibiale. Et donc celle-là, elle est liée, elle recouvre une partie du muscle qui s'était blessé. Et donc ce fascia, cette bandelette souffrait, ce muscle souffrait, cette bandelette souffrait, je souffrais, tout le monde souffrait.
bon, je le sais maintenant qu'à l'époque, il fallait absolument que le sport était indispensable à ma santé mentale. Sans très intense, hein, comme l'athlétisme, comme le foot, comme d'autres sports d'équipe, la boxe, etc. C'était pas le même niveau que d'autres sports. Mais en tout cas, pour moi, ce sport-là intense était nécessaire à mon bien-être mental. Je ne voyais pas comment extérioriser cette énergie, ce trop-plein d'énergie, autrement que par le sport. Donc je me résignais à continuer malgré la douleur à pratiquer. Bien évidemment, je me suis quand même rendu compte qu'à un moment donné, c'était pas possible. Donc j'ai consulté toute la sphère médicale. Mon Dieu, à l'époque, j'avais une méconnaissance au collège, une méconnaissance inouïe, abyssale de mon corps, comme beaucoup de personnes, je pense, mais surtout que je l'utilisais comme une machine qui doit m'obéir et sans du tout, sans aucune écoute, et encore moins sans rapport de confiance avec le corps. Pour moi, c'était juste une machine, mais qu'il fallait m'obéir. Donc voilà, c'est de cette période-là que j'ai j'ai côtoyé le monde médical. Je suis passée par plein de diagnostics. J'ai connu les kinés, les ostéos, une trop forte médication. Mon Dieu, les anti-inflammatoires que j'ai pris, tous les poisons que j'ai ingurgités, tous les poisons médicaux que j'ai ingurgités, parce que voilà, c'est ce que te propose le médecin en général, avec quelques petits massages, des ultrasons chez le kiné, basta. On m'a donné des myolaxants, enfin des trucs pour détendre le muscle. Le kiné, les séances de kiné qui s'enchaînaient sans résultat. Et en fait, la mauvaise cicatrisation du muscle a engendré une sorte de... En fait, si vous voulez, quand le muscle se cicatrise mal, les fibres ne sont pas régulières. De manière plus tactile, on ressent qu'il y a une sorte de boule parfois. Et jusqu'à aujourd'hui, je la ressens toujours. Bien évidemment, beaucoup de choses se sont passées depuis. Je vous raconterai ça un autre moment. D'où ce processus d'auto-guérison et d'où ces découvertes qui ont été extraordinaires pour moi. Mais elles sont parties de souffrance et de douleur physique et bien évidemment psychologique. J'ai eu d'innombrables diagnostics, j'ai même vu des rhumatologues qui m'avaient dit que j'avais un début de rhumatisme. Qu'est-ce que j'avais encore? Bref, ah oui, j'ai eu le syndrome de la bandelette. Je me souviens. Je me souviens de ce mot, il me faisait rire. Et j'étais contente au début que le... Qu'est-ce qui m'avait dit ça? C'était peut-être un rhumatologue qui m'avait dit que, voilà, souvent les coureurs ont cette tension au niveau de la bandelette iliotibiale. Et puis, il y a une douleur qui va du côté du genou jusqu'à la hanche. Donc, c'est typique de ça, blablabla. Et voici ton diagnostic qui est le syndrome de la bandelette iliotibiale. Merci. Qu'est-ce que je fais de ce diagnostic? C'est très bien, ça soulage de mettre les mots dans un premier temps. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une étiquette. Là est le piège. Donc, après cela, j'ai pris encore des médications. J'ai même fait des infiltrations à base de cortisone. Bref, j'ai vu pratiquement tout le secteur. Et aucun résultat, voire une aggravation, sans vous parler de mon état psychologique, qui était totalement lamentable. Ça ne se voyait pas forcément parfois à l'extérieur, je souffrais beaucoup en silence. Et ça s'exprimait par d'innombrables choses, notamment beaucoup de colère et d'agressivité. Ensuite, je pense que ce qui a été en quelque sorte la goutte d'eau, qui m'a fait prendre conscience que je devais me prendre en charge en fait, d'arrêter de trouver des réponses à l'extérieur parce que personne ne te sauvera et que c'est aussi mon cheminement, un cheminement d'autonomie. Il a fallu que je passe par une sorte de dépendance totale au monde médical. Ah oui, j'ai même fait des cures thermales.
rhumato et neuro. Donc, par rapport à ça, je pense que mon chemin était de passer de la dépendance, donc secteur médical, à la libération totale par la reconnexion à soi. Et donc cet élément déclencheur qui m'a fait réaliser qu'il fallait que j'agisse par moi-même et pour moi-même. Je me souviens très bien, je crois que j'avais environ 17 ans, parce que j'étais au lycée à cette époque-là. J'avais 17 ans et j'avais rendez-vous avec un médecin du sport illustre. Je crois que c'était même le médecin de l'équipe de France de hand à Paris, qui, face à tous les diagnostics précédents, face aux imageries médicales, la douleur que je ressentais était disproportionnée par rapport aux mini déséquilibres qu'on voyait sur, je sais pas moi, des radios, IRM, échographie, etc. Et donc je souffrais réellement, c'était vraiment disproportionné. Ce médecin-là m'a dit, je me souviens très bien, en gros, ma petite dame, ma jeune fille, premièrement, ne songez jamais à reprendre le sport, ça c'est, vous n'allez jamais pouvoir courir de votre vie. Et deuxièmement, votre problème n'est pas physique, il est psychologique. Voilà ce que m'a dit un médecin. Alors, sur le deuxième fait, je suis d'accord, c'était psychologique, mais pas psychologique dans le sens bienveillant. Lui, il disait plutôt psychologique, c'est-à-dire tu vas pas bien dans ta tête, tu penses que tu as mal et donc tu as mal. C'était très violent pour une jeune adulte, très jeune, où j'étais seule dans ce parcours médical, toute seule. Et aussi le fait de me dire tu ne pourras jamais courir. Bon, au départ, je vous avoue que ça a été un choc terrible. D'où l'importance, d'où l'affect, d'où le choc des diagnostics. Les médecins et la manière dont ils divulguent les diagnostics ont un impact sur la guérison et l'état du patient. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte, sont complètement déformés, sont complètement dans une vision matérialiste et déshumanisée de la médecine, de l'accompagnement du patient avec bienveillance. Et je sais que il y a des personnes qui sont vulnérables, et c'est l'impact de la croyance aussi, on l'a su plus tard. La manière dont le diagnostic est annoncé, imaginons un diagnostic pour le cancer, il faut mettre en confiance et ouvrir un futur optimiste, positif, même si on n'est même pas sûr, en fait. Je pense que c'est un rôle fondamental des professionnels de la santé qui négligent cette responsabilité envers leurs patients et qui a un impact parfois dramatique sur ces patients-là même. Bien évidemment, en fonction de notre niveau de vulnérabilité, on va soit prendre cette information comme un tremplin pour se prendre en main et repartir, reconstruire sur de bonnes bases et s'investir pleinement sur le chemin de la guérison, mais il y en a d'autres qui s'effondrent totalement. Donc on ne connaît pas le niveau de vulnérabilité de la personne, et bref, même si on la connaissait, on devrait, ces professionnels-là de la santé qui donnent des diagnostics devraient être beaucoup plus bienveillants, plus humains et surtout moins ignorants de l'impact psychologique sur, justement, la maladie en elle-même. Ça, c'est valable dans le secteur médical, c'est aussi valable en psychiatrie. Par exemple, quand on donne un diagnostic à un enfant, oui, votre enfant est atteint de troubles de je ne sais quoi. Je ne connais pas les termes. Et la manière dont cela va être annoncé aux parents va soit faire effondrer quelque part, va les effondrer. Il y a souvent cette phase de choc qui est normale. Mais nous ne devons pas rester dans cette phase de choc. Elle doit être la plus passagère possible.
la moins longue possible. Elle ne doit pas s'imprimer trop longtemps dans notre circuit, de sorte à ce qu'elle s'imprime ensuite dans chacune des cellules qui vont engendrer en fait la prophétie quelque part que ce professionnel-là vous a divulguée. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. On les retrouve aussi chez les voyants. Si un voyant, un médium, vous dit demain vous allez mourir et que vous y croyez, ben vos cellules vont s'organiser de telle sorte, donc en fonction de l'impact du choc émotionnel, vos cellules vont s'organiser en telle sorte que cette prophétie se réalise. Et c'est un pouvoir que nous avons. Donc c'est le pouvoir des croyances. Je ferme la parenthèse. C'est donc à ce moment-là où j'ai eu un gros choc et je me suis rendu compte, enfin, j'ai eu un autre parcours, un autre parcours par rapport à ça s'est pas arrivé, la solution n'est pas arrivée de manière immédiate, mais ce que j'ai fait quand j'ai su qu'il fallait absolument me reprendre en main moi-même, et qui mieux que moi-même savait ce qui était bon pour moi, j'ai même voulu à l'époque entamer des études de kiné, tellement que je voulais me soigner et que je me disais que personne ne veut me soigner. Personne ne veut me soigner, alors je le ferai moi-même. Et j'ai vraiment failli reprendre les études de kiné. D'ailleurs, je me suis intéressée, justement, c'est grâce à ça que je me suis intéressée de manière approfondie à l'anatomie, la physiologie, la kiné en général, et toutes ces implications. Et que j'ai développé moi-même ma propre hygiène, si je puis dire. J'ai découvert, au fur et à mesure de ce parcours qui a duré des années, c'est pas arrivé en 3 mois, qui a duré des années, j'ai découvert les rouleaux de massage. Alors avant ça, il y a eu les massages qui faisaient du bien. En fait, par rapport aux douleurs que j'avais, aux tensions que je ressentais, j'avais tellement envie de me détendre physiquement. Au début, je ne le faisais pas aussi de manière consciente. C'est-à-dire que je ne m'interrogeais pas forcément sur mes perceptions, sur une observation des émotions, et même s'il y avait une certaine observation, je ne savais pas comment faire pour pouvoir agir dessus. Et je ne faisais pas forcément le lien entre cela, entre ces tensions-là, et les tensions que je ressentais dans cette cuisse. L'entourage savait qu'il fallait absolument pas toucher cette cuisse. Elle était hyper douloureuse, ne serait-ce que de l'effleurer. J'avais un réflexe de protection et je pouvais faire mal à certaines personnes. Je ne pouvais même pas faire asseoir mes neveux sur la cuisse. Bref, mon entourage proche le savait, mais c'était comme ça. C'était juste... on dirait que ça faisait partie de mon identité. Bien évidemment, je ne me suis jamais résignée. Il fallait que je trouve une solution. Donc au fur et à mesure des années, j'ai découvert donc les massages, les forts massages. C'était comme si il fallait que je détende fortement. Et en appuyant d'une certaine manière à certains endroits, points clés, me faisait vraiment du bien. Mais j'ai noté que la force manuelle, surtout lorsqu'on se le fait qu'à soi-même, lorsque ce sont des automassages, parfois on n'a pas assez de force. Et parfois aussi, on n'a pas accès à certains endroits du corps, notamment au niveau du fessier et des lombaires. Donc, j'avais aussi d'innombrables tensions au niveau du bassin. Et les massages forts à ce niveau-là n'étaient pas forcément accessibles en automassage. Il fallait être très doué. Bref, c'était impossible. Et il était hors de question que je prenne des anti-inflammatoires, enfin, que je trouve une réponse médicale, puisque je sentais qu'il fallait que j'agisse autrement. J'ai découvert sur le parcours les rouleaux de massage. Et c'est là que je vais vous parler justement de ces rouleaux-là. Je pense que vous les voyez, c'est des rouleaux cylindriques. On les croise... je les croise maintenant beaucoup plus. À l'époque, c'était plutôt chez les kinés. Aujourd'hui, on peut s'en procurer très facilement. Et donc, qui implique une bonne stimulation en fait, générale de certains endroits-là. Et par le poids du corps et en fonction
de la manière dont vous utilisez le rouleau, en fait, le poids de votre corps va former une pression que manuellement vous ne pourrez jamais faire. Et donc qui va donc permettre cette stimulation, l'assouplissement des tissus, hein, de ces tissus-là, de ces tissus fasciaux. Ça va soulager la douleur et bien sûr, ça va énormément améliorer la mobilité. Et c'est ce que j'ai constaté au fur et à mesure de l'utilisation de ces rouleaux-là. Alors je ne vous cache pas qu'au début, c'était une torture. Je pleurais. C'était simple, je pleurais. En massant donc la cuisse, donc l'avant de la cuisse, le côté, la partie latérale. Donc le côté, je pleurais puisque c'était là où étaient les principaux points douloureux, mais aussi l'arrière et puis la jonction entre l'arrière et le côté. Voilà, c'est là où se trouve aussi donc cette bandelette iliotibiale. Bien évidemment, il y avait le TFL, le tenseur fasciae lata. C'est le muscle qui se trouve dans la partie latérale de la cuisse. Vous voyez, quand vous fléchissez la cuisse, quand vous montez la cuisse vers le haut, si vous mettez votre main légèrement sur le côté, vous allez avoir ce petit muscle-là qui aide à plein de choses. Il était énormément contracté. J'avais des contractures au niveau des fessiers, puis des petits muscles, des pyramidaux, je crois qu'on appelle. Bref, il fallait que je détende tout ça. C'était vraiment un amas de tension au niveau du bassin. Et je sais que le bassin, la cuisse, ont aussi une symbolique dans l'inconscient. À vous de vous renseigner aussi par rapport au symbolisme du corps et de ses douleurs. Pour certaines personnes, ça va être les pieds, les mains, les épaules, les cervicales, la tête. Beaucoup de migraines de nos jours. Il y a toujours une symbolique. Je me suis intéressée également à cette symbolique-là. J'ai trouvé plus ou moins les raisons. Et attention, je ne le faisais pas de manière anecdotique. Je crois que j'ai été quotidiennement studieuse pendant plus de 2 ans, je dirais. Allez, peut-être en sautant 2-3 jours, hein. Mais je le faisais régulièrement, ces massages douloureux. Et au fur et à mesure, en plus de plein d'autres choses, hein, il n'y avait pas que ça, bien évidemment. Il y avait les étirements, il y avait d'autres activités, il y avait bien évidemment la perception, la notion de présence, l'observation, l'introspection, donc le travail psychologique en lui-même, et je l'accompagnais avec le travail physique. Dans le travail psychologique, il y avait beaucoup de travail de révélation des mensonges. C'est-à-dire que on se rend compte que ce qui est très facile, ce qui est très simple, c'est que si on se rend compte que l'on peut faire un pacte, une alliance avec soi-même, de ne plus se mentir à soi-même, je crois que pour moi, ça a été un élément libérateur. Il ne m'a pas fallu 20 000 mensonges, 20 000 thérapies, 20 000 méthodes. Pour moi, ça a été un élément fondamental qui jalonne mon esprit, ma vision et l'état dans lequel je suis. C'est juste ce non-mensonge envers soi-même. Et ça implique d'innombrables choses, bien évidemment. À nous de les assumer. Mais de toute façon, soit nous les assumons, plus nous les assumons tôt, plus nous nous en libérerons tôt et plus nous vivrons une vraie vie tôt. Plus on attend, plus ces mots s'imprègnent de plus en plus, prennent de l'ampleur et plus on s'y identifie, plus ce sera difficile de s'en libérer. Je pense que là, il y a une certaine logique, hein, quelque part. Donc voilà mon parcours où ça a été vraiment quotidien, où j'avais moi-même mis en place une routine avec certains mouvements exercices. C'est là où mon rapport au corps a totalement changé, donc la perception, le rapport au corps a totalement changé. J'étais beaucoup plus douce,
beaucoup plus tolérante et beaucoup plus compréhensive avec ce corps-là. Ça m'a soulagé, ça a énormément soulagé la douleur, bien que je sois passée par un excès de douleur au début. Je vois qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a plus d'une vingtaine d'années. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui, donc en incluant cette routine-là, en fait il y avait plusieurs travails que j'effectuais. Il y avait le travail donc purement physique, voilà, qui est le massage, la détente, etc. Le fait de détendre, je sentais qu'il y avait beaucoup plus de mobilité, d'allongement, de flexibilité, même sur d'autres parties du corps. Donc par exemple sur la partie fessier, je n'avais absolument plus du tout de maux au niveau des lombaires, juste en travaillant donc sur cette mobilité-là. Je l'accompagnais d'étirements, je l'accompagnais d'exercices spécifiques, des exercices qui ressemblaient un peu, on va dire qui ressemblent un peu aux exercices, des mouvements de pilates, un mélange de pilates, de posture yoga, bon, même si le yoga ne se résume pas à des postures, bien évidemment, de gym, hein, qui sont aussi de gymnastique, de danse classique. Voilà, et pour moi c'était tout nouveau, ce rapport au corps, puisque j'étais plus dans des activités expansives, intenses. Le rapport au corps est totalement différent. Il y a le rapport à l'effort, mais il y a une moindre conscientisation du corps, par exemple en athlétisme, en foot, hand, basket, boxe, etc. On n'a absolument pas le même rapport au corps dans ces disciplines que en gymnastique, que en danse. J'invite ceux justement qui ont pratiqué certains sports à s'imprégner, à s'interroger sur la question, si vous avez pratiqué plusieurs activités, plusieurs sports, est-ce que vous êtes interrogé sur votre rapport au corps en pratiquant telle ou telle discipline, entre guillemets, activité? Ce serait intéressant d'observer ça, justement. Et donc, en combinant différents éléments, qu'ils soient voilà, en termes de mouvement physique, il y a le travail. Bon, j'aime pas trop le terme travail sur soi, mais il y avait une volonté de se libérer de quelque chose. Par la suite, j'ai su de quoi. Et à côté de ça, il y avait aussi une volonté d'être autonome, une volonté de rétablir cette force, cette puissance qui allait avec cette auto-guérison. J'étais non seulement effrayée par la responsabilité qu'implique une certaine liberté, je me suis libérée du système médical. Je ne dis pas qu'il est inutile, mais dans mon cas, il a été destructeur. Donc je me suis libérée de cette dépendance-là, ce qui a impliqué une grande responsabilité. Donc j'étais effrayée quelque part par cette responsabilité, qui impliquait aussi une connaissance, une constance, une intégrité, une implication, un engagement avec soi-même. Mais j'étais aussi à ma place dans ce processus de connaissance et de découverte de soi, et fascinée par ces découvertes-là. Bien qu'effrayée, j'étais aussi fascinée par ce que j'avais pu découvrir de moi-même. D'où, quelque part, cette volonté sans cesse de vouloir transmettre, apprendre, découvrir, connaître, transmettre, etc. C'est un processus chez moi qui est permanent. Et c'est après que je me suis rendu compte que la fasciathérapie, par exemple, existait. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était ce type de massage, de pratique, de gestuelle, était lié à la kinésithérapie en général. Mais en fait,
c'est une discipline à part entière, puisque dans le cursus des kinés, ils peuvent se spécialiser, choisir à un moment donné, je crois que ça doit être à la fin de leur parcours, le cursus de fasciathérapie. Donc ils vont s'intéresser exclusivement, ils vont aborder exclusivement, approfondir la thérapie, le soin à travers les fascias, sous différentes formes. Il y a d'innombrables formes. À vous d'explorer vos fascias maintenant. Je vais vous proposer des petites routines à expérimenter. Alors maintenant, si jamais vous êtes une personne qui souffrait de douleurs quelconques, de tension au niveau du corps, lombalgie, etc., peu importe de quels maux vous souffrez, bien que l'on sache que ces maux-là commencent au niveau du psychisme, on peut combiner le travail sur les deux sphères, donc le corps physique, puisque bien lorsqu'il a somatisé, c'est que la douleur, ça y est, elle s'est imprégnée, elle s'est exprimée dans le corps, mais ça n'empêche pas le travail, de combiner le travail avec les deux. Ça n'empêche pas de travailler les deux sphères, psychique et physique, sans forcément donner de l'importance à l'une à l'autre, hein. C'est vraiment en fonction de vous, de comment vous sentez et ce sur quoi vous voulez plus porter attention dans un premier temps. Mais sachez que les deux sont essentiels. Il ne suffit pas de se masser, il ne suffit pas d'aller voir le kiné, il ne suffit pas de rouler sur un rouleau de massage pour pouvoir du jour au lendemain se libérer de ses émotions, de ses mémoires, se soulager, ressentir un bien-être quelconque. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les deux vont de pair. Comme je vous ai dit, c'est un jeu d'aller-retour. C'est le circuit émotionnel va impacter le physique, mais le rapport au physique va aussi impacter la psychologie. Donc les deux travails sont nécessaires. Si je devais maintenant conseiller, donc pour une personne qui a, je vous ai évoqué hein, les douleurs spécifiques, soit bien évidemment vous faites des recherches sur un un fasciathérapeute près de chez vous et qui vous donnera toutes les solutions, toutes les clés. Si vous voulez aussi en amont explorer par vous-même, en complément aussi d'un accompagnement, j'ai relevé quatre grandes, on va dire, routines, quelque part, 4 grandes actions à effectuer et à intégrer dans le quotidien, et qui m'a, moi, servi pour cette guérison-là. Tout d'abord, des étirements quotidiens, mais pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. Des étirements quotidiens, des petits étirements quotidiens. Par exemple, en vous levant le matin, c'est à ce moment-là où on peut sentir les plus grandes tensions. Hein. On peut dire que même parfois on se sent rouillé. Mais prendre le temps de s'étirer en étirement, des étirements globaux, tout le corps, pendant 5-10 minutes, hein, pas très longtemps. Ça permet non seulement de se détendre physiquement, mais ça permet aussi une présence à notre corps, plutôt que dès le matin être dans le mental, penser à toutes les tâches qu'on doit effectuer. Non, les étirements peuvent amener à une présence, donc avec une certaine intention, pendant ces 5-10 minutes par exemple. À côté de ça, les massages manuels sont aussi très importants. Là où vous pouvez vous masser, vous faire appel à des masseurs. Cette palpation est aussi importante pour la détente, je pense que vous le savez, la détente, la relaxation. Donc ces massages-là, manuels par exemple, si vous ressentez souvent des douleurs, je sais pas moi, au mollet, des douleurs au niveau de l'épaule, peut-être se masser régulièrement
à ce niveau-là avec certains produits adéquats, en plus d'en trouver la cause, hein. Il ne suffit pas juste de masser. Donc moi je sais que par exemple, voilà, comme je vous disais, les massages manuels, bien qu'ils ne suffisaient pas, au début me servaient énormément à me détendre et à travailler sur ces tensions-là et ces fibres en fait qui se sont en quelque part ankylosées. Il y a le massage au rouleau. Il y a des gros rouleaux. Moi j'avais pris le gros rouleau cylindrique hein, parce que c'est ce qu'il me fallait, avec des sortes de pics hein, pour bien appuyer sur la douleur, sur la tension, etc. Et ça soulage. On peut masser mais aussi dynamiser hein, parce que en fonction de la rapidité et de l'intensité, hein, c'est aussi une stimulation hein, de la circulation sanguine et aussi une stimulation musculaire. Les massages au rouleau, on peut en trouver des rouleaux plus petits, on peut retrouver même des balles, etc. en fonction de là où vous voulez masser. Par exemple, des balles, on retrouve des balles qu'on peut mettre au niveau des lombaires. Comme au niveau des lombaires, on ne peut pas s'auto-masser. Il y a certaines postures à adopter pour justement créer une tension avec le poids du corps sur la balle lorsqu'on est allongé. Ça détend, ça soulage des tensions musculaires. Ça peut juste aussi être après le sport, par exemple. Et puis, j'introduis également, je vous invite aussi à introduire des exercices de proprioception. C'est justement ce que j'ai introduit à travers mes exercices. Je ne saurais pas les nommer. Hein. Peut-être qu'un jour, je leur donnerai un nom, parce que ça combine d'innombrables choses que j'ai explorées au fur et à mesure du temps et qui me sont utiles en fonction de l'activité que j'exerce, de l'endroit où je me trouve, de la phase dans laquelle je me trouve, de la saison, etc. etc. Mais dans ces exercices-là, il y a ce qu'on appelle des exercices de proprioception, d'équilibre, de coordination. On les retrouve dans les postures de yoga, pilates, et qui lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, ont un impact considérable sur notre état psychique, mais aussi sur notre rapport au corps, notre rapport direct au corps. Et ce rapport au corps, lorsqu'il s'intensifie, ça signifie qu'on en est plus à l'écoute. Et être plus à l'écoute du corps signifie vivre en harmonie avec ce corps-là et répondre à ses besoins, à ses réels besoins, de manière la plus adéquate possible. Voilà, je résume. Donc des étirements le matin, 5-10 minutes qui vont vous permettre de vous détendre et de vous détendre physiquement, mais aussi d'être plus présent à votre corps, de cultiver cette présence au corps. Des massages manuels au maximum quand vous pouvez, quotidien c'est l'idéal, même sur des petites zones. Ensuite les massages au rouleau ou à la balle de massage, je ne sais pas comment on l'appelle, mais je pense que vous voyez de quoi je parle, à introduire en fonction des zones que vous voulez, sur lesquelles vous voulez travailler, et varier aussi les zones, et des exercices de proprioception, d'équilibre, de coordination, à introduire dans votre routine. Pourquoi pas le matin par exemple, juste après les étirements du matin, ou alors dans la journée. J'arrive à la fin de cet épisode sur ces beaux mots. Cet épisode qui me tenait à cœur, et j'espère que vous avez au moins appris une chose et que ça vous donne envie de vous intéresser à vos fascias, à vos structures et à l'importance de les maintenir sains. On a vu ce que c'était plus ou moins les fascias, ces membranes, ces tissus conjonctifs qui enveloppent chacun des composants de notre corps.
On a vu un petit peu les origines scientifiques, hein, le fait que la science s'y est très peu intéressée et qu'elle est aujourd'hui de plus en plus à même de proposer des solutions thérapeutiques grâce à ces fascias-là, à ces découvertes, hein, qui sont encore tout nouveaux et qui donc fleurissent. Donc restez à l'affût par rapport à ça. On a vu l'importance des impacts émotionnels sur nos mémoires en général, mais principalement sur les fascias, hein, qui sont des régulateurs émotionnels quelque part. Et je vous ai partagé quelques petits éléments dans votre quotidien qui, lorsque vous les intégrez justement dans votre quotidien, vont vous permettre à moyen, peut-être même court, hein, court terme, moyen terme et long terme, c'est sûr, de prendre soin de votre corps de cette manière-là et surtout d'en comprendre les douleurs, d'en comprendre les mots, puisque le corps exprime les mots. Et voilà, chers auditeurs, on arrive à la fin de cet épisode sur les fascias malmenés et ignorés. Je vous trouve au prochain épisode. Le prochain épisode va traiter de l'épuisement chez les entrepreneurs. Et devinez quoi ? Lors de ce prochain épisode, j'aurai une invitée surprise. Alors je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.